On voit quand même qu'on est sur une stratégie pour l'instant un peu de dos rond, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer la rentabilité de l'entreprise, sa performance, plutôt que le chiffre d'affaires, parce que c'est vrai que dans une période où les consommateurs sont contraints, c'est compliqué. Il n'en reste pas moins qu'on pose chaque année la question sur les investissements prioritaires, et la situation fait que effectivement le marketing et la publicité arrivent en tête cette année, ce qui est très rare. Généralement c'est l'informatique, et l'an dernier, et c'était plutôt une bonne nouvelle, c'était la RSE. Là on voit qu'ils remettent quand même les bouchées doubles sur le marketing, non pas dans un esprit de conquête, mais plutôt dans un esprit de maintien des parts de marché. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril, le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Bienvenue dans un numéro spécial en lien direct avec l'édition 2024 du One-to-One Retail e-commerce pour vous présenter les résultats de la 13e édition du baromètre du moral des e-commerçants conduite par la FEVAD et Opinionway en partenariat avec LSA, réalisé auprès d'une centaine de patrons représentatifs du secteur. L'objectif de cette étude est de mettre en avant les tendances et le moral des acteurs de la vente à distance. Pour rappel, avec plus de 800 entreprises membres et acteurs du commerce, du e-commerce, la FEVAD constitue aujourd'hui le premier réseau de e-commerçants en France. Pour commenter et analyser les résultats, j'ai le grand plaisir de recevoir Marc Lolivier, délégué général de la fédération. Avec lui, nous allons d'abord faire un point sur le marché du e-commerce et présenter ou revenir sur les chiffres clés. Nous poursuivrons sur des éléments d'analyse des résultats de l'étude, l'occasion de détailler les tendances en cours de développement et les anticipations des patrons du secteur. Enfin, je vous propose un exercice de prospective portant sur les années à venir afin de répondre à des questions comme celle de la place du e-commerce dans la société ou encore portant sur les évolutions des enjeux réglementaires et législatif. Bref, nous sommes partis pour un échange passionnant, mais avant de commencer, Marc, pourrais-tu rapidement te présenter et peut-être représenter la FEVAD un peu mieux que mon rapide laïus ? Bonjour Cyril, bien sûr. Donc la FEVAD, c'est la Fédération française du e-commerce. C'est une association qui regroupe l'ensemble des acteurs de la vente en ligne, dont la mission principale est d'accompagner le développement du e-commerce en France et finalement la digitalisation du commerce, puisqu'on a vraiment un secteur qui concerne toutes les activités du commerce. Tu l'as rappelé, c'est 850 entreprises aujourd'hui, de toute taille, de tous horizons, tous secteurs, avec qui on travaille au quotidien pour promouvoir un e-commerce performant, innovant, mais aussi, et c'est très important, un e-commerce plus responsable, plus durable au service des Français. Donc c'est une association, c'est un syndicat professionnel, et puis c'est aussi un lieu d'échange, de rencontres et d'informations pour et avec les professionnels de la vente en ligne. C'est d'ailleurs ces professionnels-là, ils ne sont pas uniquement des pure players, c'est l'ensemble des acteurs, retailers compris, traditionnels, qui sont aussi actifs dans le e-commerce, qui sont des membres
de la FEVAD. Je crois également que parmi les 850 membres, il y a aussi des prestataires de services, il n'y a pas uniquement des vendeurs, je me trompe? Oui, alors d'abord, en effet, on est vraiment tout secteur confondu et tout type d'acteurs confondus, c'est-à-dire à la fois les pure players, mais aussi effectivement les enseignes magasins qui se sont considérablement digitalisés ces dernières années, et puis aussi les marques qui de plus en plus sont sur le e-commerce avec ce qu'on appelle le D2C, c'est le Direct to Consumer. Et puis on a effectivement les prestataires qui ont un statut particulier chez nous, ils sont membres associés, ils sont à peu près une grosse centaine. C'est des acteurs très importants du e-commerce, c'est pour ça qu'on veut travailler avec eux. Ils sont une partie de la solution et ils constituent finalement et la qualité du e-commerce et de la relation client dépend aussi d'eux. C'est la raison pour laquelle effectivement on est dans un dialogue permanent, très constructif avec eux pour essayer de construire ce e-commerce français qui pour moi est un des meilleurs au monde. Concrètement, oui, tu vas nous parler de ce qui existe ailleurs en Europe, parce qu'il y a aussi, je ne sais pas si c'est un partenariat avec e-commerce Europe, tu vas nous dire un peu comment vous vous insérez au sein finalement d'une région plus globale. Ouais. Comment ça s'organise concrètement, cette animation du réseau qui est celui de la FEVAD? Ce sont des conférences, ce sont des publications, ce sont des études, des baromètres, j'imagine. Comment c'est fait, cette animation? Alors, il y a effectivement toute une activité service aux adhérents, notamment à travers les études qu'on produit. On a un programme d'études extrêmement étoffé, qu'on travaille avec les adhérents. On essaye vraiment de trouver des éléments d'analyse, de compréhension qui leur permettent d'anticiper ensuite les évolutions. Et donc, on discute beaucoup avec eux pour voir effectivement quels sont les axes de réflexion en matière d'études des évolution du comportement des consommateurs, évolution des technologies. Et donc on a tout ce programme d'études avec des baromètres aussi qui leur permettent de se benchmarker par rapport à l'évolution du secteur. On a la chance d'avoir la confiance de nos adhérents, donc beaucoup nous remontent leurs informations pour justement nous aider à construire ces baromètres. Et puis on travaille aussi avec des instituts pour essayer de faire soit des enquêtes consommation, soit des enquêtes marché. Donc ça c'est toute la partie information et intelligence collective, mais ça ne suffit pas. On est aussi un lieu d'échange, de transfert, de partage, et pour ça, on a des commissions qui se réunissent. On a une commission paiement, une commission régulation, une commission RSE, qui est une commission logistique. Donc là, on est vraiment sur des commissions métiers, et puis elles sont... parce qu'on est souvent très nombreux dans ces commissions, avec 850 adhérents, on a des réunions qui sont parfois très importantes, et c'est très bien, parce que ça montre qu'il y a une vraie participation de la part des acteurs. On a aussi des groupes de travail qui vont travailler sur des sujets plus spécifiques. Ça peut être par exemple sur la mise en place du DSA, qui est un texte extrêmement important, ça peut être sur l'intelligence artificielle. Donc ces groupes de travail vont être plus resserrés, ils vont permettre une vraie interactivité, et ensuite une remontée d'informations à l'ensemble du secteur. Et puis on a aussi, et c'est un lieu d'échange, de rencontre, des événements qu'on organise où les adhérents peuvent se rencontrer, entre adhérents aussi prestataires, les favoris du e-commerce qui récompensent chaque année les meilleurs sites et les meilleures pratiques, Start Me Up, et puis d'autres événements qu'on organise tout au long de l'année qui sont l'occasion. C'est un secteur qui marche très bien, qui fonctionne très bien en réseau. D'ailleurs, oui. One to One est aussi un prolongement de ça. C'est aussi fondé sur cette appétence par rapport à l'échange, la compétition qui est très importante dans le secteur et que nous, la FEVAD, on essaye d'accompagner. Tu as commencé à en parler. La France se situe comment, aux avant-postes peut-être par rapport à ce qui se passe ailleurs en Europe? Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à ça? Alors, le marché européen, c'est un marché très important. C'est 500 millions de consommateurs. Il y a très clairement 3 pays qui se détachent, qui font pratiquement 2/3 du chiffre d'affaires en Europe, c'est le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne sont pratiquement à égalité en termes de chiffre d'affaires. Le Royaume-Uni est loin devant. Alors, il a toujours été très loin devant. C'est pratiquement le double du chiffre d'affaires de la France, ce qui est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a encore des perspectives d'évolution, y compris en France. Mais on voit que ces 3 pays sont vraiment à la pointe du e-commerce. Et la France, et notamment le fait qu'elle soit aujourd'hui au niveau de l'Allemagne, tient notamment à la qualité de son écosystème, à mon avis, notamment de la French Tech, qui est aussi un puissant accélérateur, un puissant moteur de développement pour le e-commerce, parce qu'elle fournit des solutions qui permettent aux e-commerçants d'être particulièrement performants et innovants. Je pense par exemple au Drive, qui est vraiment quelque chose que la France a lancé, qui a fait école ensuite ailleurs. On voit le live shopping aussi, il y a quand même un certain nombre d'éléments où la France est moteur et montre un petit peu l'exemple, notamment sur la partie innovation technologie. Bon, merci pour cette introduction et les rappels importants de qui est la FEVAD, même si tout le monde connaît la FEVAD.
il n'est pas inutile de prendre quelques minutes pour remettre quelques éléments de contexte. Je le disais en introduction, il y a un baromètre qui vient d'être publié, le baromètre du moral des patrons du secteur retail et e-commerce, en partenariat, avec OpinionWay et en partenariat avec LSA. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Peut-être rappeler quelques grands chiffres, quelques grandes vérités. Le chiffre d'affaires du e-commerce en France en 2023. Et puis après, peut-être nous parler de ce qui ressort de cette étude. Oui, alors rapidement sur le contexte avant de venir à l'étude. Le e-commerce aujourd'hui, c'est effectivement 160 milliards de chiffre d'affaires, ce qui est considérable, c'est plus que le secteur du bâtiment ou de l'automobile, il faut avoir ça quand même en tête. C'est 2,3 milliards de transactions, ça correspond à peu près à 100 commandes à la seconde qui sont traitées par les sites français. C'est plus d'un achat par semaine, 42 millions de Français qui commandent régulièrement sur Internet. Et puis c'est aussi des centaines de milliers d'emplois, on oublie parfois de le dire, mais il y a beaucoup d'emplois aujourd'hui derrière le e-commerce, que ce soit des emplois directs, mais aussi des emplois indirects, notamment dans la logistique. Et donc, c'est un secteur qui est devenu un secteur majeur pour notre économie. C'est pas juste un secteur qui est en développement. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un secteur majeur pour l'économie. Et nous, évidemment, on essaye de l'accompagner avec les acteurs et les entreprises avec lesquelles on travaille. Et donc, cette étude qu'on présente aujourd'hui est très importante parce que on nous permet de voir un petit peu quelle est la perception, quels sont les enjeux stratégiques pour les e-commerçants, comment ils voient finalement l'avenir. Et donc, c'est vraiment une étude qui permet de prendre le pouls du marché. En début d'année, en fait, on fait 2 études. On fait une étude consommateur pour comprendre quelles sont les attentes des consommateurs, et on fait cette étude à laquelle on est très attaché, qui est très particulière parce qu'elle interroge vraiment les dirigeants. Et donc, on se met dans la tête des dirigeants pour essayer de voir finalement qu'est-ce qui va être le plus important pour eux en 2024 et comment ils voient, ils analysent l'année 2024. Et évidemment, on utilise ensuite ces éléments dans la stratégie de la FEVAD par rapport à nos projets, par rapport à nos différents types d'études et à travers nos actions. Alors, cette année, l'étude, donc c'est la 13e édition, elle a aussi une particularité, c'est qu'on l'a conduite en partenariat avec un certain nombre d'autres associations européennes. Donc on a interrogé à la fois une centaine de dirigeants français et puis une centaine de dirigeants européens, ce qui nous a permis aussi de faire un comparatif sur le moral très intéressant des Français de et des Européens. Voir si on est bien franco-français chez voilà. J'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'on est membre bien sûr de e-commerce Europe, qui est une autre association européenne à laquelle participent une vingtaine d'associations au niveau européen et à laquelle on est très attaché parce que l'Europe est un enjeu, on y reviendra, un enjeu majeur pour le secteur du e-commerce. Alors, cette étude, elle permet d'abord de voir un petit peu ce qu'on appelle le climat des affaires, c'est-à-dire comment se sentent les patrons, quelles sont leurs perspectives d'avenir. Et là, eh bien, ce qu'on voit en fait, c'est qu'on est vraiment un secteur qui est ancré dans la réalité du monde, c'est-à-dire dans la réalité du quotidien, dans la réalité de notre économie, avec une économie aujourd'hui qui souffre notamment de l'inflation et de l'impact sur la consommation. Et en tant que secteur de consommation, bien sûr, on voit que ça a quand même un impact. Alors, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que oui, le moral est plutôt en baisse par rapport à l'an dernier. On reste quand même sur 3 tiers, c'est-à-dire il y en a un tiers qui est moins optimiste que l'an dernier, un tiers qui est identique et un tiers qui est plus optimiste. Donc on a quand même un tiers qui sont plus optimistes que l'an dernier. Mais il y a un peu plus de moins optimistes. Alors il y a un peu plus de moins optimistes, absolument. Et symboliquement, les moins optimistes sont un point au-dessus des plus optimistes. Donc, c'est la première fois que ça arrive. Bon, il ne faut pas en tirer de conclusion, mais ça montre finalement ce que ça reflète, c'est une incertitude par rapport à l'évolution. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même une forme d'incertitude. Alors, si on les compare aux Européens, les Européens sont un peu plus optimistes. Le nombre de plus optimistes est plus important. Et du coup, on avait hâte de voir ce que ça traduisait en termes de perception et d'anticipation de l'évolution. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit que chez les dirigeants français, le côté moins optimiste, il concerne surtout le secteur. Parce qu'effectivement, on leur demande s'ils pensent que le secteur sera en hausse ou en baisse. C'est à peu près tout secteur confondu. L'essence, ça se voit. C'est assez cohérent. C'est assez homogène. Même si, effectivement, certains secteurs comme le travel, qui se portent mieux, évidemment, se ressentent également dans le baromètre. Mais ce qui est intéressant, c'est
le décalage qu'on a entre la perception par rapport au secteur, c'est-à-dire les gens effectivement voient un secteur aujourd'hui qui souffre, qui est frappé aussi par l'inflation, et le recul de la consommation, en fait. Une inquiétude. Et en revanche, lorsqu'on les interroge sur leur entreprise, les perspectives de croissance et de rentabilité de leur entreprise, là, on a été surpris parce que l'optimisme est plutôt là. Et il y a une perception plutôt positive pour leur entreprise. Voilà. Alors, ils sont très français. Alors ils sont, voilà, c'est on un n'est pas petit peu content pour la nation, mais finalement, dans notre vie de tous les jours, ça c'est rassurant parce que ça veut dire qu'il y a quand même, d'abord une lucidité, c'est-à-dire la reconnaissance d'un contexte compliqué, mais quand même une confiance dans leur capacité finalement à trouver des solutions et à permettre à leur entreprise de continuer son développement. Et donc, effectivement, c'est très français. D'ailleurs, les Européens, c'est un petit peu l'inverse. Ils sont un peu moins pessimistes sur l'ensemble, mais ils sont un peu moins confiants dans leur entreprise. Donc, c'est plutôt un bon point pour la France. D'accord. Est-ce que tu tires aussi des conclusions sectorielles? Est-ce que tu vois des différences entre les produits et les services comme tu le disais à l'occasion de la publication des résultats 2023 des chiffres du e-commerce, 160 milliards. La croissance a été drivée par les services. Est-ce que dans le baromètre, les choses se ressentent un peu de la même façon Oui, en fait, c'est vrai que en 2023, on a eu quand même une croissance de 10%, mais cette croissance, il faut bien l'analyser, c'est-à-dire que on a une progression de 10% du chiffre d'affaires sur 2023, c'est-à-dire une progression de 10% des ventes en ligne en 2023, mais cette progression, en fait, elle masque une réalité un peu plus contrastée entre les produits et services. C'est-à-dire que d'un côté, on a les produits qui sont à moins 2%, et donc c'est là où on voit l'impact effectivement de l'inflation sur le pouvoir d'achat qui touche le commerce physique comme le commerce en ligne, notamment sur les produits hors alimentaires. Et puis les services, eux, ils ont une croissance de 20%, une croissance qui est en valeur, avec une double explication. La première, c'est que c'est quand même une conséquence du Covid. On a été enfermés pendant pratiquement un an, donc on a vu effectivement lors de la fin de la pandémie vraiment un besoin de la part des gens de partir et donc de prendre des week-ends, de prendre des loisirs, de se retrouver entre amis, en famille. Et donc là, il y a une attente, un besoin très fort de la part des Français qui s'est prolongé en fait. Nous, on pensait effectivement qu'il y aurait une forme de rattrapage par rapport à une situation antérieure. Et en fait, non, ça s'est prolongé. Et c'est là où on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui a laissé des traces par rapport au Covid. Et donc, dans les arbitrages de consommation, qui sont un phénomène assez courant lorsqu'il y a des hausses de prix et donc des restrictions sur les pouvoirs d'achat, on fait des arbitrages. Alors, l'arbitrage, souvent, c'est d'abord les dépenses contraintes. Ensuite, c'est l'alimentaire, parce qu'il faut bien. Et là, c'est vrai que le voyage loisir, sont des postes que les Français veulent vraiment préserver parce que c'est un peu leur bouffée d'oxygène. Dans un monde quand même qui est compliqué, voilà, fin du mois, fin du monde, le voyage, c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent préserver et ils sont prêts ils sont prêts à sacrifier sur les vêtements, sur la décoration, pour pouvoir justement maintenir l'électroménager, l'électronique, tout ça. Exactement, pour pouvoir effectivement maintenir. Il y a un autre secteur d'ailleurs dans les produits qui se porte bien, c'est la beauté, qui participe un peu de la même chose, à une possibilité effectivement d'évasion qu'on retrouve. Et donc voilà, donc ça explique que les services qui avaient considérablement augmenté avec la fin de la pandémie continuent à être sur un trend très positif. Et puis la deuxième explication, c'est aussi l'inflation qui est beaucoup plus forte sur ces secteurs, puisque sur le non alimentaire, on est sur une inflation de l'ordre de 5-6% sur 2 ans, là où sur le voyage, on est à plus de 20% d'inflation. Donc ces deux phénomènes, à la fois ce besoin d'évasion à tout prix, j'ai envie de dire, et cette augmentation des prix, fait que effectivement ça a pris sur le reste des dépenses, le reste du pouvoir d'achat, et au détriment effectivement d'autres produits. Alors les Français s'adaptent et ils trouvent des solutions, notamment la seconde main, on pourra en parler, qui est un phénomène extrêmement important. Ça ressort dans l'étude, ça Très clairement, ouais. C'est très clairement lorsqu'on leur demande
Qu'est-ce qu'ils voient pour l'avenir? C'est encore le développement de la seconde main. Très fort en France. En France, on estime aujourd'hui que c'est 7 milliards d'euros. C'est 11% des ventes, nous dit Fox Intelligence. 11% des ventes en seconde main. C'est un Français sur deux qui achète un produit de seconde main au cours de l'année. En ça, on est différent des autres Européens. C'est très fort en France. D'abord parce qu'on a un savoir-faire. Il y a Back Market qu'on a récompensé dans le cadre des favoris. La seconde main, c'est à la fois le reconditionné et l'occasion. On a le Bon Coin. On a quand même pratiquement 2 sites de C2C dans le top 5 du e-commerce, Vinted et le Bon Coin. On a des très belles réussites comme Vestiaire Collective, Vidressing, Label Emmaüs aussi, qui sont dans la seconde main, qui proposent une offre qui tire ensuite le marché. Et puis, c'est un phénomène aujourd'hui qui est alimenté à la fois, on pourra en reparler, il y a vraiment une prise de conscience au niveau des consommateurs sur les enjeux environnementaux qui est importante, qu'on retrouve dans la consommation en ligne, bien sûr. D'ailleurs, la consommation en ligne est assez intéressante de ce point de vue-là parce qu'elle permet d'avoir accès à un certain nombre de produits auxquels on n'a pas toujours accès dans la vraie vie. Et puis, il y a aussi la question du pouvoir d'achat qui a été un accélérateur. Donc, on combine les deux. C'est à la fois, effectivement, la conscience environnementale, mais aussi, effectivement, la question du pouvoir d'achat qui permet à des personnes, en fait, d'acheter des produits, y compris peut-être des produits plus premium, grâce à ce marché de la seconde main. Et puis, il y a une évolution sociologique par rapport à la seconde main. C'est-à-dire qu'avant, les gens ne disaient pas trop qu'ils achetaient de la seconde main. Aujourd'hui, ils l'affichent, ils le revendiquent, ils l'assument totalement. Et acheter un produit de seconde main, c'est plutôt assez c'est cool. C'est cool, voilà. Je ne sais pas comment on peut le dire, mais effectivement, on constate que ce n'est pas cantonné à une CSP moins, mais c'est devient populaire au sens noble du terme, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde. Avec quand même chez les jeunes, là je parlais d'un Français sur 2 qui a acheté au moins un produit de seconde main au cours de l'année. On est à 2 sur 3 chez la génération Z. Donc on voit que c'est un mouvement aussi qui est de fond. Et chez la génération Z, on voit que c'est quelque chose qui est complètement naturel. D'ailleurs, le e-commerce est quelque chose de naturel, là où pour les autres, les autres ont connu le monde avant le e-commerce. La génération Z n'a pas connu le monde avant le e-commerce, donc elle n'a pas les repères. Et évidemment, elle est sur ce type de mouvement, elle est un petit peu à la pointe. Et ne jamais oublier également que lorsqu'on parle de seconde main, on parle souvent d'achat de produits de seconde main, et aussi la revente. Et ça change aussi le rapport avec vos clients, qui sont à la fois des consommateurs, mais qui sont aussi souvent des revendeurs. Parce qu'on a pratiquement la moitié des Français qui ont déjà revendu un produit sur une plateforme de seconde main. À ce sujet, on peut voir différentes expériences qui sont menées par des marques en propre, je pense particulièrement à Petit Bateau, mais je sais que ça existe dans Kiabi, qui réintègre finalement le processus de rachat ou de revente de la seconde main pour éviter que finalement la valeur ne parte sur les plateformes C2C. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort, ce genre de stratégie de la part des patrons ? Oui, alors la seconde main, ça touche vraiment tout le monde. C'est-à-dire qu'on est parti d'une offre qui était plutôt spécialisée, avec des sites qui étaient spécialisés dans le C2C. Et puis, en fait, du fait que ça répond aujourd'hui à une attente des consommateurs, on a vu ensuite les distributeurs classiques proposer aussi cette offre en complément de l'offre du neuf pour justement répondre à l'attente de leurs clients par rapport à ce marché de la seconde main. Puis les marques sont arrivées après en voyant effectivement leurs produits revendus à la fois sur les plateformes, différentes plateformes, et elles se sont dit effectivement c'est quelque chose qu'on maîtrisait mieux si on le proposait nous-mêmes. Et elles ont un avantage par ailleurs, c'est qu'un des principaux freins à l'achat de seconde main, c'est la confiance. C'est-à-dire quand on interroge les gens qui n'achètent pas de la seconde main, le premier élément, c'est pas tellement le produit a déjà été porté. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin, j'ai peur de me faire arnaquer, j'ai peur que ce soit de la contrefaçon, j'ai peur que le produit... Et ça, la marque, elle apporte beaucoup par rapport à ça. Elle apporte cette confiance de la marque, et puis aussi, elle est plus à même de pouvoir expertiser le produit et garantir sa fonctionnalité. Donc les marques
ont une vraie carte à jouer et aujourd'hui, effectivement, on voit y compris des marques de luxe qui se lancent dans la seconde main, avec à la fois la volonté, effectivement, de contrôler ce deuxième marché et puis la volonté aussi d'apporter un service de qualité, y compris sur l'occasion, parce que finalement, l'expérience de la marque, elle se fait aujourd'hui sur du neuf, mais aussi sur de l'occasion. Et le rapport à la marque, il est global. Donc, c'est la marque en général. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit beaucoup de marques, effectivement, qui sont plutôt bien positionnées sur la seconde main parce qu'elles inspirent cette confiance-là et parce qu'aussi, il y a derrière le sujet de la seconde main la question du modèle économique qui n'est pas toujours facile à trouver pour un distributeur de neuf. Pour un spécialisé, oui, parce qu'il fait tout son investissement là-dedans. Sur du neuf, pas toujours évident et il doit s'associer dans ce cas-là avec des partenaires. Le choix des partenaires est évident. Sur la marque, évidemment, elle connaît parfaitement son produit et donc elle peut tout à fait le gérer en seconde main et même en tirer des enseignements pour la conception. Donc là, c'est intéressant parce que la seconde main fait évoluer aussi l'éco-conception. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le fabricant, il sait qu'il va vendre un produit qui va devoir durer, qui va peut-être passer de main en main. Et ça fait partie des choses qu'on anticipe aujourd'hui quand on achète un produit. Et puis, on en parlera. Il y a derrière la seconde main toute cette économie de la fonctionnalité. Et si on prolonge un petit peu la seconde main, c'est la location. C'est-à-dire on n'achète plus la chose, on achète la possibilité d'utiliser la chose. Voilà. Et donc là aussi, en termes de conception des produits, ça change les choses. Si vous vendez un produit en espérant qu'il sera assez rapidement remplacé par un autre neuf, ou si vous vous dites, je vais le louer. Et donc là, il faut effectivement que le produit soit aussi conçu pour pouvoir durer plus longtemps, parce que plus il dure longtemps, plus il vous rapportera. Très intéressant. Dans l'étude, dans le baromètre, les patrons aujourd'hui, ils ont quoi comme objectif sur 2024? C'est des objectifs de conquête, c'est des objectifs de rentabilité, c'est des objectifs... c'est quoi ? Alors, technologique. La situation actuelle fait que c'est vrai qu'on a cette inflation qui est une source de préoccupation majeure, qui le reste aujourd'hui. 75% des répondants disent qu'ils sont inquiets, effectivement, ou préoccupés plutôt par l'inflation. Alors, cette inflation, c'est pas nouveau. On avait déjà la question l'an dernier, et on leur a demandé comment ils faisaient justement, quelles étaient les parades finalement qu'ils avaient trouvées par rapport à ça. Alors l'an dernier, c'est vrai qu'on avait beaucoup l'augmentation du prix et la baisse des marges. Les deux ont fonctionné, augmentation des prix et baisse des marges, pour absorber justement cette augmentation des coûts. Là aujourd'hui, on voit que sur la stratégie, ils essayent de travailler sur la rentabilité, donc pas trop baisser les marges et donc c'est plus sur les investissements, sur le choix des prestataires qui vont essayer d'optimiser. On voit quand même qu'on est sur une stratégie pour l'instant un peu de dos rond, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer la rentabilité de l'entreprise, sa performance, plutôt que le chiffre d'affaires, parce que c'est vrai que dans une période où les consommateurs sont contraints, c'est compliqué. Il n'en reste pas moins qu'on pose chaque année la question sur les investissements prioritaires et la situation fait que effectivement le marketing et la publicité arrivent en tête cette année, ce qui est très rare. Généralement, c'est l'informatique et l'an dernier, exceptionnellement, et c'était plutôt une bonne nouvelle, c'était la RSE. Là, on voit qu'ils remettent quand même les bouchées doubles sur le marketing, non pas dans un esprit de conquête, mais plutôt dans un esprit de maintien des parts de marché et en parallèle un travail qui est fait notamment sur les investissements, sur le sourcing et sur les coûts en général. Donc ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que d'un côté on veut rentabiliser les investissements marketing, c'est-à-dire quelque part, j'imagine en filigrane ce que tu dis, c'est la fidélisation, le taux de fidélisation, travailler les bases clients et le repeat business d'un côté, et de l'autre optimiser les achats, c'est-à-dire essayer de mettre les fournisseurs sous pression? Alors, c'est benchmarker, c'est faire jouer la concurrence, et c'est très bien. Et dans un marché qui est plus tendu, évidemment, l'exigence est plus importante par rapport à ça. Et les commerçants utilisent effectivement ce levier. Et puis, dans cette optique d'optimisation, ils cherchent aussi des nouveaux revenus, des revenus complémentaires, avec des investissements maîtrisés. Et notamment, on voit les marketplaces qui ont progressé davantage que les ventes en propre, même si aujourd'hui, ça commence à être rattrapé un petit peu. Là, tu es en train de nous dire, voilà, les retailers qui ont additionné à leur business traditionnel de produits l'activité de marketplace. Oui, alors
Il l'avait déjà pour beaucoup, mais si aujourd'hui on prend le top 15, 100% du top 15 a une marketplace. Ce qu'on sent, c'est qu'effectivement, il y a une attention particulière qui a été faite. On a des secteurs, par exemple, comme les produits techniques, où on est passé pratiquement à 40% de volume sur les marketplaces. Donc c'est pratiquement une vente sur deux qui est réalisée par marketplace. Donc là, on est vraiment dans un processus d'optimisation, puisqu'on est sur un modèle de commission et sur une audience qui existe et effectivement qu'on monétise. Et puis, il y a un phénomène plus récent qui se développe aussi énormément, c'est le retail média, qui est aussi une autre forme d'optimisation. C'est-à-dire on va monétiser l'audience qu'on a déjà, et donc toujours dans cette logique, effectivement, d'améliorer la performance. La performance des entreprises, c'est donc quelque part l'EBITA. Oui, c'est ça. C'est ça les enjeux principaux. Contenir, maîtriser avec toutes ces contraintes conjoncturelles qu'on ne maîtrise pas tout le temps, géopolitiques aussi, réglementaires, qui viennent imposer finalement aux commerçants, aux e-commerçants, aux retailers d'être malins, d'être toujours dans la course, toujours pédaler pour pouvoir y arriver. Comment on se projette ? Il y a un point quand même important, c'est que c'est vrai que ce mood, cette tendance, elle est aussi une tendance un peu d'attente. C'est-à-dire que on sait que le potentiel du e-commerce reste encore important. On peut regarder d'autres marchés, on sait qu'on a encore une marge de progression importante. On sent simplement que la conjoncture aujourd'hui fait que la consommation est bloquée. Et donc, dès que la consommation reprendra, j'ai envie de dire, on sait que le e-commerce va reprendre sa croissance, sa dynamique. Et donc, on est quand même aussi dans une étape un peu d'attente, avec une incertitude, c'est quand est-ce que ça va reprendre. Mais on a pris conscience que le e-commerce était un secteur finalement qui était aconjoncturel, c'est-à-dire qu'il passait les conjonctures, mais sans que ça n'ait aucun effet sur lui. Aujourd'hui, on voit bien que du fait qu'il soit ancré finalement dans le quotidien des Français et dans l'économie, il est beaucoup plus tributaire effectivement des évolutions macro. Et en revanche, je pense qu'il y a la perception que la croissance va reprendre. En fait, on est sur une forme de plateau aujourd'hui, puisque je parlais de moins 1,8, donc on est en stabilité. Ouais. Et en attendant effectivement que la reprise arrive, et cette reprise, elle arrivera avec la reprise de la consommation. Est-ce qu'ils arrivent à se prononcer en disant, je sais pas, Q2 2024, 2025 non. C'est, je pense, ce qui est le plus difficile pour eux, c'est effectivement, et je crois qu'aujourd'hui, à part la boule de cristal, personne ne peut vraiment dire combien de temps ça va durer. On a des échanges aussi avec des économistes. C'est vrai que l'inflation ralentit. En même temps, elle ralentit aussi parce qu'il y a des mesures qui ont été prises, notamment sur les taux directeurs, qui avait pour objet de ralentir l'économie. Donc, ce qu'il ne faudrait pas, effectivement, c'est que cette il est question maintenant de les rebaisser. Voilà, mais il ne faudrait pas que ce frein sur l'économie, qui a été voulu justement pour réduire l'inflation, ait un impact sur l'emploi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra suivre aussi avec beaucoup d'attention. Et encore une fois, je pense que la clé, alors on sait que la croissance en France a toujours été tirée par la consommation, c'est ce sujet de la consommation dont il est vraiment difficile de dire quand est-ce qu'exactement ça va reprendre. Bon, écoute, là, on ne peut pas effectivement se transformer en Madame Irma. Non, mais ça montre que vraiment le e-commerce est vraiment inscrit dans le global, dans l'économie globale de la France. Exactement, tu le disais en introduction. Mais justement, continuons cet exercice de prospective mais en se projetant plus loin que 2024-2025, là, les 5-10 ans à venir. Je le disais un peu en introduction, il y a des sujets structurels qui se posent, la place du e-commerce dans la société, les enjeux réglementaires, légaux. En ce moment, il est question d'un projet de loi sur l'ultra fast fashion. Il y a la DSA, la DMA. Il y a finalement aussi l'Europe qui vient jouer un rôle supranational. Et tu le soulignais tout à l'heure, ça a son importance. Comment tu vois les choses? Par où commencer? Écoute, par le commencement, c'est-à-dire le consommateur. Nous, on a fait, je le disais tout à l'heure, on a fait une étude sur les Français. Cette étude dont on parle aujourd'hui, c'est sur les dirigeants. On a fait aussi une étude sur les Français pour comprendre effectivement l'impact du e-commerce, pas simplement sur leur consommation, mais sur leur mode de vie. Et cette étude qu'on a réalisée avec Odoxa, qui est accessible d'ailleurs sur le site de la FEVAD, elle nous dit quoi? Elle nous dit d'abord que c'est vraiment un élément qui est aujourd'hui ancré dans le quotidien des Français. C'est-à-dire
C'est-à-dire que ça répond à un besoin. Le e-commerce répond à un besoin des Français. Lorsqu'on demande aux Français si ça a changé, ça a eu un impact sur leur vie, plus de 75% disent oui. Pas juste la consommation, mais un impact sur la vie. Et lorsqu'on demande si c'est un impact plutôt positif ou plutôt négatif, on a une très grande majorité qui nous dit que c'est un impact positif. Alors pourquoi lorsqu'on leur demande quel est cet impact positif, ils nous disent que ça permet de gagner du temps. Pour faire autre chose, y compris pour des loisirs, du temps en famille, et donc ça libère du temps, et le temps c'est une valeur qui est devenue aujourd'hui très importante pour les Français, on en parle beaucoup avec le temps de travail, etc. Ça permet un plus grand choix. C'est-à-dire que ça permet à la fois de trouver des objets qui vous correspondent davantage, là où dans le physique vous êtes quand même limité par l'offre, là vous avez une offre qui est beaucoup plus large. Ça vous permet aussi de mettre votre consommation en accord avec vos valeurs, ça vous permet de trouver du Made in France, ça vous permet de trouver d'acheter des circuits courts, de l'éco-responsable, ça vous permet aussi d'avoir beaucoup d'informations sur les produits, donc un choix qui est beaucoup plus large, donc une sorte de démocratisation de l'offre. Et puis c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui dans le quotidien des Français, Internet, à la fois pour gérer leurs comptes, pour faire du complément de revenus, notamment avec la revente de produits sur Internet, qui est devenue pour certains une forme de complément de revenus. Et donc, y compris dans l'étude, on leur a interrogé sur les relations amicales et amoureuses, et on voit effectivement que les sites de e-commerce, à travers les services, les plateformes de rencontres, sont aussi dans cette partie. Il y a un tiers des gens qui disent que ça a permis effectivement soit de rencontrer quelqu'un, un ami ou une relation. Et donc c'est là où on voit que c'est devenu plus juste qu'un mode de consommation, c'est quelque chose qui s'inscrit effectivement dans les comportements de vie des Français. Je dis ça parce que ça veut dire que, et notamment évidemment avec un effet générationnel, c'est-à-dire que tout ce que je viens de dire, c'est encore démultiplié sur les jeunes Z. Et donc, on voit que c'est un secteur qui va accompagner les futures générations dans leur développement avec des comportements qu'on appelle early adopters. C'est-à-dire qu'on voit sur Internet des choses qui arrivent ensuite. Même, je prends des exemples comme le Buy Now, Pay Later, qui existe aussi dans le commerce, mais qui est beaucoup plus fort sur Internet. Et donc, on voit que ça à la fois, c'est des tendances un peu d'avant-garde et qui se diffusent très rapidement sur Internet pour ensuite venir en magasin. Donc, c'est là où on voit que Internet va continuer à jouer ce rôle de pionnier, un petit peu, d'avant-garde sur les tendances de consommation qui vont arriver. Donc, c'est pour ça que, malgré la conjoncture, on est quand même optimiste parce qu'on sait qu'on est véritablement ancré dans le quotidien des Français et qu'on le sera de plus en plus. Et donc, nous, on va accompagner ce mouvement-là. Alors, le développement, il va dépendre non pas des Français, parce que les Français sont aujourd'hui acquis au e-commerce, mais effectivement de l'environnement dans lequel vont évoluer les entreprises. Et donc cet environnement, il comprend notamment l'environnement réglementaire que tu indiquais. Et là, c'est là où la FEVAD aussi a un rôle important auprès des pouvoirs publics. C'est dur de pas le joindre au sujet tech. L'environnement réglementaire, quand on pense à l'IA, il y a de plus en plus de personnes qui se demandent comment on va pouvoir réglementer aussi ce genre de choses. Alors, je vais revenir sur l'IA parce que lorsqu'on parle d'avenir et de e-commerce, on ne peut pas ne pas parler d'IA. L'IA va être structurant dans l'avenir du e-commerce et porteur, je crois, d'avenir et de promesses là-dessus. Pour revenir sur l'aspect réglementaire, il y a un point qui est essentiel, en plus c'est un point d'actualité puisqu'on va avoir bientôt les élections européennes, c'est l'Europe. L'Europe parce que, en fait, le e-commerce est beaucoup une question de volume. C'est-à-dire que si on est sur un marché de 42 millions, on est quand même limité dans ses investissements par la taille de son marché. Si vous passez à l'échelle européenne, ça devient un marché de 500 millions. Et donc, quand vous êtes sur un marché de 500 millions, vos capacités d'investissement, elles n'ont rien à voir avec celles d'un marché de 42 millions. C'est la raison pour laquelle nous, on pense qu'effectivement, il faut ouvrir davantage les portes de l'Europe pour permettre à nos sites français, effectivement, de se déployer de manière beaucoup plus simple et accessible à l'ensemble du marché européen. Donc là, c'est pour casser les barrières du cross-border, c'est ça ? Exactement. Écoute, imagine voilà, ton podcast soit sur la France, soit sur toute l'Europe. Et non, si tu es sur toute l'Europe, tu vas avoir des moyens beaucoup plus importants. Et ben, c'est la même chose pour les e-commerçants. Et si on veut avoir des e-commerçants capables de rivaliser avec des multinationales américaines ou asiatiques, c'est absolument indispensable. Donc c'est pas seulement un sujet français, c'est un sujet de souveraineté française et européenne, de permettre effectivement à nos champions
nationaux, alors en France et dans les autres pays, de se projeter au niveau européen, qui est vraiment l'échelle sur laquelle va se placer le e-commerce. Oui, parce qu'on parle de 500 millions, ça paraît beaucoup, mais enfin, comparé à l'Inde ou à la Chine, où c'est 2 pays où il y a 1,5 milliard de personnes... Mais c'est plus que les États-Unis. Voilà. Donc, imagine un marché, effectivement, qui est vraiment ouvert, qui permet... Alors, à la fois, c'est un avantage pour les entreprises, mais aussi pour les consommateurs. Les consommateurs européens, ça leur donnera un choix beaucoup plus important. Et en e-commerce, plus vous avez de volume, plus vous pouvez jouer sur les prix et être compétitif. Donc, c'est à la fois un enjeu pour les entreprises et c'est aussi un enjeu pour les consommateurs. Et il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Alors, ça avance. Le DSA, qui est le nouveau règlement sur les services numériques, qui a introduit depuis le 17 février dernier des nouvelles règles pour les plateformes, et effectivement va dans ce sens-là, dans le sens d'une unification du droit, qui reste quand même une barrière importante. Tout ce qui est fiscalité et juridique est quand même compliqué et finalement une prime aux grands. Parce que les grands ont les moyens, effectivement, de gérer les différents systèmes législatifs, là où nos PME, c'est beaucoup plus compliqué pour elles. Donc nous, on milite vraiment ardemment, non pas pour un abaissement de la législation, mais pour une harmonisation. Pour nous, le plus important, c'est d'avoir des règles communes qui permettent à la fois à une entreprise française de se projeter au niveau européen, mais qui assure aussi un level playing field, comme on dit en mauvais français, c'est-à-dire une équité dans les contraintes qui sont imposées aux entreprises, entre les entreprises françaises et leurs concurrents européens. Tu peux nous dire un peu en quoi le DSA vient changer un peu la donne pour le e-commerce ? Oui, le DSA, c'est vraiment un texte majeur. Il faut savoir quand même que l'ossature, la structure de l'environnement réglementaire du e-commerce, il remonte à 2000 avec la directive e-commerce, qui fixait finalement les règles en matière de responsabilité, qui est quand même un élément extrêmement structurant dans l'approche juridique, et qui est un système un peu binaire, c'est-à-dire que soit tu étais hébergeur, soit tu étais éditeur. Alors si tu étais hébergeur, tu n'étais pas très responsable, ou en tout cas tu avais une responsabilité limitée, et puis si tu étais éditeur, tu avais toute la responsabilité. Et puis entre les deux, il n'y avait rien. Et c'est vrai qu'en 2000, on ne s'en souvient pas, mais il y avait encore le Minitel. Les plateformes n'existaient pas, en tout cas les marketplaces. Et donc, c'était un autre monde. Donc, il fallait adapter ça. Il fallait adapter ça parce qu'en fait, on voyait le système prendre l'eau un peu de toutes parts, avec des jurisprudences dans chaque pays qui remettaient quand même en cause ce principe de responsabilité limitée des plateformes. Et donc, il était vraiment important qu'au niveau européen, on fixe une règle commune aux États. Et donc, c'est ce que vient faire ce DSA. Il vient fixer les règles pour notamment tout ce qui est services numériques, dont les plateformes, dont les marketplaces. Et donc, ça permet d'avoir une unification du droit pour qu'une plateforme française soit régulée de la même façon qu'une plateforme belge ou allemande ou espagnole. Et donc, ce principe d'unification, il est essentiel. Il faut le garantir parce que la règle, c'est une chose, l'application, c'en est une autre. Et on sera très vigilant à ce que ces règles qui aujourd'hui sont les mêmes dans la loi de chacun des pays, elles soient appliquées aussi de manière homogène dans les différents États. Pour ce faire, vous, à la FEVAD, vous utilisez votre membership auprès de e-commerce Europe pour faire valoir finalement les positions qui sont les vôtres, ou vous y allez avec votre bâton de pèlerin ? Alors, e-commerce Europe, effectivement, nous représente à Bruxelles. Alors, moi, j'ai la chance d'être vice-président d'e-commerce Europe en charge des affaires institutionnelles. Donc, j'anime les travaux d'e-commerce Europe sur tout ce qui concerne la réglementation européenne. Mais c'est vraiment un travail européen. Avec tous nos collègues européens, on se réunit et effectivement, on essaye on dégage des positions communes, on est beaucoup plus fort. Alors ça ne nous empêche pas évidemment d'avoir des contacts directs avec les autorités européennes en tant que fédération française du e-commerce, mais on aime bien jouer collectif et donc on essaye de convaincre nos collègues européens sur le bien fondé de nos positions pour essayer de les porter non plus au nom de FEVAD, mais également au nom de e-commerce Europe. Il y a une forme de consensus globalement qui se détache, ou alors il y a vraiment des luttes d'influence pour aller dans un sens ou dans un autre, comme on peut le voir au niveau des organisations européennes traditionnelles? Alors, il peut y avoir des divergences de vues. C'est arrivé d'ailleurs sur le DSA, qui tiennent parfois à la structure des marchés. C'est vrai qu'en France, par exemple, on a la chance d'avoir une très grande compétition en matière de très grande concurrence en matière de marketplace. On a beaucoup d'acteurs locaux, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays européens. On a des pays européens, effectivement, qui sont très largement dominés, soit par Amazon, eBay ou des grandes multinationales,
pour lesquels l'enjeu de la marketplace locale en fait n'existe pas vraiment. Là où pour nous, effectivement, en France, on a la chance d'avoir évidemment Amazon le leader, mais on a aussi Cdiscount, on a Fnac, on a Redoute, on a Mano Mano, on a Back Market. VP et compagnie. Exactement. Alors, et donc ça peut effectivement faire évoluer la perception, parce que nous, on dit, oui, il faut une régulation, mais attention quand même à ce que cette régulation, finalement, n'entraîne pas une concentration. C'est-à-dire que si on met des contraintes trop importantes, le risque, effectivement, c'est que seuls ceux qui ont les moyens d'absorber ces contraintes, en tout cas dans l'immédiat, puissent résister et finalement créer une forme de concentration. Il faut avoir à l'esprit un point important lorsqu'on parle de plateforme, c'est que le e-commerce est pratiquement le seul secteur plateformisé qui reste quand même ouvert à la concurrence. Si vous prenez les VTC, si vous prenez le travel, si vous prenez le streaming, en fait, on a l'adage... Des concentrations. Voilà, winner takes all, qui n'existe pas dans le e-commerce. E-commerce, vous avez encore une vraie concurrence des plateformes, avec des plateformes généralistes, des plateformes spécialisées. Et ça, c'est précieux. Il faut vraiment le garder parce que c'est important pour la dynamique du marché. C'est important aussi pour les consommateurs. Donc nous, on essaye en permanence de trouver effectivement le bon niveau de régulation pour à la fois assurer la protection du consommateur qui est indispensable à la confiance, mais en même temps assurer un niveau de concurrence suffisant parce que si on met des contraintes vraiment trop importantes, on sait qu'effectivement, on favorise de cette façon les gros. Il y a un rôle européen, tu viens de très justement le décrire, dans son fonctionnement et dans les objectifs à atteindre. Est-ce que la FEVAD joue aussi un rôle national pour influencer sur les aspects réglementaires et légaux au niveau de la France ? Alors complètement. Alors nous, on a toujours, on s'est inscrit dans un cadre plus global, qui est celui du commerce et de l'économie. Et donc on est membre du MEDEF, on participe activement aux travaux du MEDEF, tout type de travaux. On fait partie aussi du Conseil du commerce de France, qui est une organisation qui réunit plus d'une 50aine de fédérations. Alors c'est la grande distribution, les boulangers, la chaussure, l'habillement. Et c'est important. C'est important parce que, encore une fois, le e-commerce est dans le commerce et fait partie du commerce. Et nous, on revendique à la fois cet ADN numérique, parce qu'il y a le i, mais également la partie commerce qui est très importante. Et pour ça, il faut qu'on discute avec les autres canaux, qu'on travaille ensemble avec les autres canaux, d'autant plus qu'aujourd'hui, à la FEVAD, si vous voulez, plus de la moitié de nos membres sont des enseignes magasins. Et c'est vraiment très important. On n'est pas la fédération des pure players, on a la fédération du e-commerce. C'est-à-dire on a à la fois les pure players, mais aussi les enseignes magasins, je le disais tout à l'heure, également les marques. On a le B2C, mais on a aussi le B2B, qui est une composante importante, et le C2C aujourd'hui. Et donc, c'est là où on voit effectivement que le e-commerce se diffuse à l'ensemble du commerce. Donc, on ne peut pas rester entre nous. Il faut qu'effectivement qu'on participe et qu'on échange avec les autres représentants, ce qu'on fait, et avec qui on partage d'ailleurs beaucoup d'adhérents en commun. Les enjeux futurs légaux là, que tu vois arriver, que ce soit à l'échelle européenne ou nationale, finalement ça a peu d'importance, ce sont lesquels en dehors de la plateformatisation du e-commerce et de l'harmonisation des règles? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a des sujets de protectionnisme qui arrivent en face de nous? Oui, il y a un sujet dont on ne pouvait pas faire l'impasse dans ce podcast, qui est la RSE. La RSE, l'environnement est devenu un élément majeur. Alors, c'est une attente des consommateurs, ça on le voit dans toutes les études, il y a une attente des consommateurs. C'est vrai que le bio a un peu reculé parce que pouvoir d'achat, mais il ne faut vraiment pas se tromper. Ça ne change pas la donne sur l'attente des consommateurs. Alors, certes, parfois ils ont un peu plus de mal à acheter du bio parce que parfois, malheureusement, c'est un peu plus cher, mais leur attente, elle est forte. Et donc, il y a une vraie attente des consommateurs, non seulement d'avoir accès à des produits plus responsables, mais également eux-mêmes d'agir dans ce sens-là. Donc ils veulent qu'on leur donne le choix. Donc l'information et la transparence va être essentielle. Il ne s'agit pas de culpabiliser le consommateur, il s'agit de lui dire, voilà l'impact que va avoir ta consommation en fonction de ça et ça. Et c'est à toi de choisir. Et ça, c'est vraiment important que les e-commerçants, et ils l'ont compris, travaillent énormément là-dessus, justement pour apporter cette information et pour essayer de limiter l'impact environnemental, parce que c'est une attente des consommateurs. C'est une attente des collaborateurs. On a une population qui est plutôt plus jeune que la moyenne, et chez les jeunes, c'est vrai que c'est un facteur d'attractivité. Une entreprise, c'est effectivement qui a une démarche RSE, et une entreprise peut être aussi capable d'attirer des talents, des jeunes talents, et donc ça
c'est important. Et puis, comme on est un secteur qui est encore un secteur en développement, qui a besoin de financement, c'est devenu aussi une attente de la part des financeurs, que ce soit les fonds, les banques, les entreprises qui rachètent d'autres entreprises. Et donc, tout ça concourt à faire de la RSE un élément essentiel aujourd'hui, qui est à la fois un investissement, mais aussi peut être, ça c'est vraiment important parce qu'on a un changement de paradigme, c'est-à-dire que la RSE était vécue essentiellement comme une contrainte réglementaire. Aujourd'hui, elle est perçue aussi comme une possibilité, un potentiel d'optimisation. Je te prends un exemple, par exemple, sur le vide dans les cartons. On a beaucoup d'entreprises, on a d'ailleurs une charte sur la logistique e-commerce qui parle de ces sujets-là, où le fait de réduire la taille du carton pour l'adapter au produit, ça te coûte moins cher en termes de carton, ça te coûte moins cher en termes de transport et ça te rapporte beaucoup en termes de satisfaction du client parce que le client qui reçoit un petit produit dans un gros paquet, généralement, il ne le vit pas bien. Vit pas bien, ouais. Voilà. Donc, on voit que là, par exemple, c'est plutôt un investissement qu'une dépense ou une contrainte, de la même façon qu'on a aujourd'hui des sites qui sont capables de te proposer, et là, c'est vraiment dans la démarche que j'indiquais tout à l'heure, est-ce que tu veux ou pas un suremballage ? Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas d'imposer, parce que parfois le suremballage est nécessaire. Le site, lui, il sait si c'est important ou pas. Donc, il va te le proposer sur des produits dont il sait que ça va pas avoir un impact sur la sûreté du colis. Et donc, on est dans ces démarches RSE qui sont très importantes. Alors, qui sont rejointes aussi par le politique, parce qu'il y a aussi effectivement une dimension politique sur ce sujet-là. On a eu la loi AGEC, ça parlera à tes auditeurs, la loi climat. La France est vraiment très en pointe là-dessus. Et il faut faire attention parce qu'on est quand même dans une concurrence européenne. Donc là aussi, oui, montrons l'exemple. Des bâtons dans les roues non mais j'en parlais l'autre jour à un ministre. C'est bien de vouloir montrer l'exemple, mais il faut aussi voir les conséquences que ça peut avoir. Et si on a un texte qui arrive et que les entreprises s'adaptent à la loi française pour, dans 1 an ou 18 mois, devoir s'adapter au texte européen, il faut quand même se poser la question si c'est pas mieux d'attendre quand même les 18 mois pour que, ou en tout cas d'essayer de coller au maximum au texte européen plutôt que d'imposer des normes françaises qui vont être ensuite modifiées. Voilà. Donc nous, on discute beaucoup avec les pouvoirs publics. Je pense qu'il faut trouver le bon point d'équilibre entre, encore une fois, une attente, je crois, de tous, hein, pas que des consommateurs. Je crois que nous aussi, les gens qui travaillent dans les entreprises, en fait, voilà, l'urgence climatique, c'est une réalité et je crois qu'on doit tous s'y mettre. Après, il faut le faire dans la concertation, dans la discussion. C'est pour ça que nous, on participe effectivement dans les différents projets de loi pour apporter la voix des e-commerçants. La FEVAD ne prend pas la parole comme ça. Elle réunit les adhérents, on échange ensemble. Parfois, d'ailleurs, ils ne sont pas d'accord. On essaye de trouver un point de consensus pour ensuite, effectivement, apporter notre contribution. En fait, ce qu'on veut, c'est contribuer au débat en apportant des éléments d'éclairage au législateur qui doit rester souverain dans ses choix. Mais c'est important qu'on l'éclaire. Et ça, c'est vrai que les entreprises nous permettent justement de relayer leur point de vue. Tu le mentionnais tout à l'heure, un point hyper important qui va être structurant dans les années à venir pour le e-commerce, c'est l'IA. Tu disais que en fait, c'est une opportunité pour apporter quelque chose d'encore meilleur dans l'ensemble des expériences. Évidemment, on pense au front office, on pense à ce que ça peut faire en termes d'amélioration de la relation client, des chatbots intelligents. Mais l'IA, c'est aussi peut-être encore plus dans les opérations back-office, où il y a plein de choses qui peuvent être améliorées. Comment tu perçois les choses, comment les adhérents, finalement, perçoivent les choses sur ces sujets-là? Alors ça fait partie de l'étude. On les a interrogés d'abord sur leur perception de l'IA, et ce qu'ils nous disent très clairement, c'est que c'est un game changer. C'est quelque chose qui va vraiment changer les choses pour les années à venir. Et du coup, on a eu envie de leur demander, oui, mais d'abord, est-ce que vous l'utilisez déjà ? Et là, on a quand même 70% des répondants qui nous disent qu'ils ont déjà utilisé une ou plusieurs solutions à base d'IA. Donc forcément, la question qu'on se pose, c'est dans quel domaine ils l'utilisent. Oui. Et donc là, ça répond un petit peu à ta question. Alors, aujourd'hui, quand même très majoritairement, c'est dans le marketing et la relation client qu'on trouve l'IA, la plus grande utilisation de l'IA. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas évolué, mais aujourd'hui, ça se détache vraiment très nettement. Hein, c'est rédiger les fiches produits, stratégie de Est-ce que marketing. c'est parce que l'utilisation de ChatGPT facilite finalement les choses dans ce sens-là ou... Je pense que c'est parce que ils ont compris quand même que l'avenir du e-commerce, ça va être l'hyper-personnalisation.
parce que c'est ce qui va vraiment permettre de faire la différence. C'est la capacité à offrir un service ultra personnalisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est par rapport à des profils, mais on n'a pas... Cyril, voilà. Je le connais et je sais que c'est ce type de produit qu'il veut et je sais qu'il aime ce genre de livraison et ce type de paiement. Donc on va pouvoir vraiment rentrer dans une relation client extrêmement personnalisée, et ça je pense que c'est le rêve de tout e-commerçant, et donc c'est sans doute la raison pour laquelle il l'utilise beaucoup sur ses fonctions marketing et relations clients, et aussi parce que c'est un secteur dans lequel l'IA a été extrêmement développé, notamment tu disais avec notamment les bots à base d'IA. Le deuxième secteur, et ça me permet aussi de faire un point là-dessus parce que c'est un point qui est très important, c'est la sécurité, la lutte contre la fraude. Oui. Sachant que c'est une arme à double tranchant parce que l'IA est aussi utilisée par les fraudeurs. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est si on se dit c'est dommage, non, il faut aussi utiliser l'IA pour contrer l'IA des fraudeurs. Donc il y a un vrai enjeu parce qu'on sait que la puissance de l'IA fait que déjà les sites et les entreprises sont visés tous les jours par les cyberattaques. Donc avec la brique qu'il y a, ça risque d'être encore plus violent, donc il faut s'y préparer. Et donc là, l'IA effectivement est le deuxième utilisation. Et la troisième, c'est ce que tu disais, c'est la logistique. La logistique, parce qu'effectivement, il y a des gains d'optimisation, il y a des enjeux de RSE aussi, pour livrer le client au bon moment sans avoir une instance, c'est pas rien en termes à la fois économiques et de RSE. Et donc effectivement, la logistique qui est quand même, on le rappelle, sans doute la chose la plus complexe dans l'e-commerce. C'est quelque chose qui nous semble aujourd'hui naturel de recevoir un colis chez soi à peu près au moment où on nous a dit qu'on allait le recevoir. Mais ça suppose en back-office effectivement énormément d'opérations, et ça, l'IA va permettre aussi de mieux gérer la relation tripartite entre le donneur d'ordre, le livreur, enfin le transporteur, le logisticien et le client. Et donc là, l'IA est aussi très bien perçue par rapport à ça. C'est l'IA finalement une optimisation de beaucoup de choses, de la relation, mais aussi des opérations. C'est un investissement qui est en faveur de l'amélioration de la rentabilité finalement. Tout à fait, mais je pense que c'est plus que ça. D'abord, je te rejoins sur le fait que c'est à la fois nouveau et en même temps un prolongement. On parlait du big data il y a quelques années, mais la puissance fait que c'est finalement quelque chose de nouveau, parce qu'on a démultiplié la capacité de ce que pouvait permettre avant la science de la data, au point que ça change quand même la donne. Et donc, je crois que ceux qui passent à côté seront disqualifiés. C'est-à-dire que l'IA est devenue indispensable en termes de perspective. Ça me rappelle une discussion d'il y a 20 ans, tu sais, où on entendait « Non, mais moi, le e-commerce, j'y vais pas, je connais pas, enfin, non, c'est pas pour moi, moi, j'ai mon réseau. » Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et sauf que là, le e-commerce, là, on est vraiment dans des dimensions quand même très tech, encore plus que dans le e-commerce du début. Et parfois, ça apporte une révolution quand même. C'est une révolution parce que pourquoi c'est une révolution? Parce que ça change même les façons de travailler. Et il y a tout ce sujet autour de l'emploi. Qu'est-ce que ça va donner en termes d'emploi? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cas de Klarna là. Absolument. Qui nous a raconté que avec l'IA, elle avait pu répondre aux besoins, la charge de travail de 700 personnes. Ouais. Et ça a eu sa communication a eu un impact en bourse sur Téléperformance. Oui, j'ai vu ça, mais ça pose une question qui est celle de la formation. Et que moi, à laquelle je commence vraiment à réfléchir, c'est que finalement, ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est qu'on est dans un sujet ultra techno, mais finalement, ce qui fera la différence, c'est l'humain, c'est-à-dire la capacité à utiliser ces outils-là. Et là, il faut qu'on se pose quand même collectivement la question de la formation à ces nouveaux métiers de l'IA. Parce que, alors là, je te rejoins un petit peu avec le parallèle sur le e-commerce. Il a fallu former les e-commerçants au e-commerce. Et il faudra aujourd'hui former les e-commerçants à l'IA parce qu'on va avoir des nouveaux métiers qui vont arriver. Bien sûr. Et que on a tous utilisé ChatGPT. Il faut savoir l'utiliser. C'est ça. Voilà. Il faut une intelligence pour pouvoir utiliser l'IA. Et il faut qu'on s'y penche, qu'on se penche sur le sujet, notamment tout ce qui est formation à ces métiers-là, assez rapidement parce que les choses vont très vite. Et donc il faut être dans le bon tempo.
Marc, merci pour tous ces commentaires. On est bientôt à 1 heure d'enregistrement. Je crois que tu as apporté un éclairage fort inspirant. Merci pour le partage des résultats du baromètre, qu'on peut évidemment retrouver en détail sur le site de la FEVAD. Absolument. Je vais en profiter pour vous remercier, les auditeurs, remercier le One-to-One Retail e-commerce qui se tient à Monaco pour sa participation à cet épisode. Et puis Marc, si on veut entrer en contact avec toi, j'imagine que LinkedIn est le meilleur des canaux. Absolument. LinkedIn ou en appelant la FEVAD ou le site, il y a une adresse aussi. Et nous, notre métier, c'est vraiment d'être au contact des e-commerçants. Et c'est pour cette raison pour laquelle on est aussi très content d'être à Monaco, parce que c'est un lieu qui rassemble l'ensemble de la profession. Et la FEVAD se doit d'être là aussi dans ce genre d'occasion qui réunissent l'ensemble des acteurs. Écoute, merci encore. Et puis je te dis à très bientôt, Marc. À bientôt.